première idée qui avait été développée, c'était les SMS. Au début, il y avait une vingtaine de clients. Tu n'es pas obligé d'aller dans une banque et faire la ligne. L'idée, c'était que tout le monde puisse utiliser. Il y a des parcours qui s'écrivent à contre-courant. Des femmes qui ne construisent pas juste des entreprises, mais des accès. Aujourd'hui, le Griot Digital reçoit Madame Diarra Fatou, CEO de Paycard SA, une fintech guinéenne qui repense l'inclusion financière afin qu'elle ne soit plus un mythe, mais une réalité. Avec Paycard, elle ne cherche pas à conquérir des marchés, mais à construire, à démocratiser des opportunités. Dans cet épisode, nous allons parler de vision, de vulnérabilité, d'impact et de ce qu'il faut pour continuer lorsque tout pousse à abandonner. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Diallo et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Griot Digital. Si vous ne suivez toujours pas, il est temps de rejoindre l'équipe, grandir cette communauté afin que nous puissions avoir un impact international, inviter des guests encore plus intéressants et tous les jours apprendre des concepts qui nous grandissent. Bienvenue Madame Diarra. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. D'accord. Alors, ma première question, j'aimerais savoir, avant Paycard, je sais qu'il y a une femme, un parcours, une vie. Qu'est-ce qui vous a dit un jour, qu'est-ce qui a fait le déclic pour vous dire « Ok, je mets tout de côté et je me lance dans la fintech ». Alors, avant Paycard, j'étais en banque. Donc moi, depuis que j'ai fini mes études, j'ai toujours été en banque. J'ai travaillé pour Bank of America et ensuite, quand je suis rentrée en Guinée, j'ai travaillé au sein de l'équipe de la trésorerie à Ecobank Guinée. C'était mon premier job ici en Guinée. Et quand UBA est venu, je suis allée à UBA en tant que trésorière où j'étais pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai été trésorière de banque à NCA Bank. Et en 2015, ce qui m'a toujours, même avant ça, ce qui m'a toujours moins choqué en Guinée quand je suis rentrée, c'était le fait que c'était très liquide. On est très liquide, on aime le cash, il fallait avoir tous ces volumes de cash. Et à l'époque, il n'y avait même pas les billets de 20 000, donc vous pouvez imaginer avoir 1 million de francs guinéens. Et avec mes frères, on a pensé, on ne réinvente pas la roue, c'est des choses qui existaient ailleurs. On a pensé à créer quelque chose qui pouvait être adossé à un téléphone, un portable ou alors à une carte. Alors la première chose, la première idée qui avait été développée, c'était les SMS. Donc c'était les transferts par SMS. Ça c'est avant même tout l'essor du mobile money. Mon frère qui a un master's, il a un doctorat en computer engineering de l'université Houston Mohamed Diarra. Donc lui il travaille pour Continental Airlines. C'est lui qui a développé tous ces systèmes-là. Donc le premier système qu'il avait développé, c'était le SMS. On a essayé de vendre l'idée à certaines sociétés ici, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Et après, en 2014-2015, le mobile money a commencé et il a créé maintenant le système, la plateforme de Paycard. Et au début, il y avait une vingtaine de clients. On a essayé avec les amis et tout, c'était un fast test. Et voilà, c'est juste dû au fait que c'est quelque chose qui n'existait pas. Ça facilitait la vie à tout le monde. Et ça existe ailleurs, donc pourquoi pas le faire ici. Donc c'est de là que l'idée est venue. Donc si je comprends bien, Paycard, c'est un peu une association, c'est vous et votre frère. Et du coup, donc c'est vous deux, du coup, Paycard. On est 4 actionnaires, oui. frères et sœurs. Frères et sœurs. Et ceux qui travaillent au sein de la société, c'est Mohamed Diarra qui est mon frère et puis moi. Moi, je suis la directrice générale, je m'occupe de tout ce qui est commercial, administratif et tout. Et lui qui est ingénieur en computer engineering, lui il fait tout ce qui est développement, programmation, il suit le système, il suit tout ce qui est informatique et tout ça. Mais comment même vous avez réussi à faire ça, à en faire une fratrie qui travaille ensemble? Parce que j'imagine que c'est vraiment pas évident. Donc comment vous en êtes arrivé à se dire, ok, on va tous regrouper nos différentes compétences et construire quelque chose de solide pour la Guinée? Pour nous, c'est venu tout naturellement. Nous, on a été élevés dans une famille où on est très soudés. On a tout le temps été ensemble, donc c'était merveilleux de pouvoir travailler ensemble. On passe tout le temps ensemble de toutes les façons, donc c'était pas vraiment compliqué pour nous. Et avec son expérience dans son domaine et moi, avec mon expérience dans le secteur bancaire, spécialement ici à Conakry, je m'étais déjà fait des relations, j'avais des partenaires partout, donc c'était facile pour nous qu'on se mette ensemble et qu'on puisse créer quelque chose qui pouvait changer la vie des gens ici en termes de finances. C'était pas compliqué du tout. Ah, super. Et dans cette fratrie, c'est vous l'aîné, du coup? C'est moi l'aîné.
Oh. C'est moi l'aînée. Mais en même temps, moi, j'imagine que ça doit demander aussi beaucoup d'écoute parce que souvent, voilà, il y a toutes ces nouvelles technologies qui viennent avec peut-être les petits frères. Ensuite, il faut aussi de l'écoute quelque part pour se dire, il y a cette révolution-là en cours, je devrais me joindre à cela, j'imagine, de votre côté. Parce que... Non, alors moi, j'ai travaillé, comme j'ai dit, dans une banque aux États-Unis où c'était déjà digitalisé. C'était pas. Ah oui, c'est quoi? J'ai travaillé à Bank of America. Donc là-bas, on avait des cartes, on avait déjà le mobile banking, on avait le online banking. Donc c'était des choses, tu as les ATMs, tu n'es pas obligé d'aller dans une banque et faire la ligne. Après, tu n'as pas de cash. Les gens, ils sont pas très cash, ce qui est différent d'ici. Donc, c'était vraiment pas difficile de voir le concept qui existe ailleurs. La seule différence, c'est que nous, c'était pas une banque, donc il fallait trouver un moyen de pouvoir développer quelque chose qui est juste adossé à un téléphone, avoir cette application-là qui pouvait te permettre de faire tous tes dépôts, tes retraits, faire tes achats chez les marchands. Donc, c'est ce qu'il fallait développer et innover de telle sorte que c'était pas juste un compte bancaire ou juste un compte, un wallet qui allait faire des transferts, je dépose, je transfère, je vais retirer, mais avec plus de valeur ajoutée. Donc c'était ça le challenge, mais on a travaillé dessus et on a, comme j'ai dit, pendant un an quand même avant qu'on ait l'agrément de la Banque centrale, parce que la Banque centrale a commencé à donner les agréments seulement en 2016. Donc on était 3 à avoir l'agrément sur le marché et Paycard était la seule société locale. Donc avant ça, c'était déjà testé. Et on a amélioré, on a écouté les clients, on a vu ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient et on a amélioré en fonctionnalisme. D'accord. Donc si je comprends, là ce que vous êtes en train de dire, c'est plus pour que la solution elle marche sur le marché, parce que très souvent on voit ça, personnes qui vont essayer de ramener quelque chose qui marche bien ailleurs, mais après ça ne colle pas au marché parce que les réalités ne sont pas en phase. Tout à fait. Donc moi je me dis quand même peut-être quelque part qu'il y avait un réel challenge pour vous déjà au niveau même du fait d'amener les gens à avoir confiance. Tout à fait. Et j'aimerais en savoir plus en mode qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour faciliter cette relation de confiance entre vous et vos clients par exemple. Ok, alors ce qu'on a fait comme dit, c'est que nous déjà on est allé vers les clients que j'avais avant. C'est-à-dire en Guinée, on sait que le taux de bancarisation il est très faible. Donc tu as seulement toujours, je pense qu'on est encore à moins de 15% de taux de bancarisation dans toute la République de Guinée. Et vous avez les mêmes clients qui sont dans toutes les banques. Donc il fallait aller déjà vers les clients qu'on connaissait, ceux qui nous connaissent. Donc c'est la famille d'abord, la famille, les amis. Ensuite les clients qu'on connaît, on a eu la confiance de certains marchands. Et ils nous ont permis de mettre les systèmes et on a fait de bouche à oreille, on en a parlé et les gens au début, c'est vrai que tout le monde est réticent, je vais te donner mon argent. J'ai même une grande sœur qui m'a dit, attention, moi je vais pas te donner mon argent, l'argent va où? Donc il fallait expliquer, il fallait être patient, il fallait faire de l'éducation financière et aussi de l'éducation sur une nouvelle technologie que les gens ne connaissaient pas nécessairement. Parce que l'application, on était les premiers à avoir une application de paiement ici. Personne d'autre n'avait cette application de paiement ici. Les gens, ils faisaient des USSD codes. Les banques n'avaient pas d'application. C'est après nous que les applications sont venues. Donc, il fallait quand même éduquer les gens sur ça. Et puis après, petit à petit, ça a pris du temps depuis 2016 à maintenant. C'est maintenant que tout le monde parle de Paycard. Sinon, avant ça, c'était vraiment beaucoup d'éducation, beaucoup de patience et juste parler aux gens, leur faire comprendre et puis ils essaient petit à petit. Et nous, les clients, c'est plus les clients même qui vendent pour nous que nous-mêmes en fait. Donc c'était un peu ça. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas vu forcément une com énorme de Paycard, mais c'est quelqu'un qui m'a recommandé Paycard. Tout à fait. Et je suis contente parce que ça m'aide à faire mes paiements plus facilement. Merci beaucoup. Donc, et par contre, je me pose quand même cette question, c'est de me demander, là vous avez dit que quand même depuis 2016, et ce n'est que maintenant que les gens, voilà, ils utilisent vraiment Paycard à ce point, ça demande une certaine résilience, j'imagine. Oui. Ça demande beaucoup de résilience, mais c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste Paycard, c'est l'entrepreneuriat en général. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'être très patient, très résilient, beaucoup de sacrifices. Quand on a commencé, on a eu des marchés, c'est vrai, on a eu des gens qui nous ont fait confiance et ils nous ont confié, par exemple, on faisait les paiements pour certains nous confiaient
les primes de restauration, d'autres nous confient leurs primes de carburant, parce que nous, notre système, il est adaptable aux besoins du client. C'est ça l'avantage aussi d'être une société locale. Toutes les décisions sont prises sur place, toutes les équipes sont là. Donc, nous, on travaille sur le système en fonction des clients, ce qui a attiré beaucoup de clients. Mais c'est seulement je peux dire, il y a 3 ans, que quand le gouvernement a décidé de vraiment appliquer la loi sur le contenu local, que nous avons encore eu plus d'ouverture et que les gens nous ont donné plus de marché, plus de chance aussi. Donc là, on a réussi à prouver qu'on peut faire le travail en tant que Guinéen. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est maintenant que vous avez beaucoup de gens qui parlent de Paycard. Sinon, avant, on a fait de la com, c'est vrai, mais on n'a jamais fait des com comme les multinationales pour le moment, mais c'était plus du bouche à oreille en fait. D'accord. Et du coup, là, on parle de Paycard et tout, mais en termes, tout à l'heure, vous avez dit un élément, j'aimerais juste revenir sur ça. Vous avez dit que votre sœur, elle vous a demandé, c'était très drôle, où part l'argent? Où part l'argent? Exactement, vous voulez savoir où part l'argent? Alors, la réglementation de la Banque centrale impose à nous, sociétés d'émission de monnaie électronique, d'avoir des comptes fiduciaires dans les banques primaires. Donc, quand vous déposez de l'argent sur votre compte Paycard, nous, on a les distributeurs qui collectent, mais ils ont déjà fait des dépôts sur notre compte dans une banque primaire. Ça peut être n'importe quelle banque. On a des partenariats avec différentes banques. Donc, l'argent physique est là-bas et l'argent virtuel est sur le wallet. Mais on est obligé d'avoir des partenaires bancaires où le fiduciaire est placé en fait. Ça fait partie de la réglementation. D'accord. Et dans ce cas, vous, comment vous retrouvez en ce moment-là, vu qu'il y a beaucoup de banques maintenant qui sont en train de suivre le rythme en termes d'application, comment vous faites face maintenant à cela? Donc le fait qu'ils sont aussi en train de rentrer dans ce marché-là, avant vous représentez plus un intermédiaire pour eux. Si par exemple vous allez en partenariat avec une banque, mais là désormais, est-ce que ça sera plus une compétition ou ça sera quelque chose de plus de collaboratif? Alors nous, déjà à la base, nous on n'a jamais vu personne comme une compétition parce qu'on est une fintech. Donc on n'est pas là pour faire de la compétition, on est là pour compléter les sociétés, tout ce qui est microfinance, tout ce qui est banque. Alors celles qui se décident de se lancer et d'avoir des wallets aussi, ils peuvent avoir les wallets, ils ont des clients et ils ont les bases clients. Nous on a une différente approche parce que nous on n'a pas de base client. On cherche nos propres clients. Paycard, c'est sa propre structure en fait. Paycard a son propre wallet. Donc pour moi personnellement, je ne vois personne comme une compétition, on se complète. On a des EME aujourd'hui, quand vous avez Paycard, vous regardez dans l'application Paycard, vous voyez que nous sommes les seuls qui avons intégré avec Orange. Orange a intégré avec nous, donc ils ont intégré avec nous, pourquoi? Parce qu'on est une fintech. Donc ils ont intégré avec nous parce qu'ils comprennent le concept de fintech. Ensuite, Momo a intégré avec nous, MTN Momo. Et aujourd'hui, on fait aussi les collectes Visa Mastercard. L'objectif, c'est d'avoir tout le monde dans le wallet parce que c'est l'interopérabilité pour faciliter la vie aux clients. Donc, on a aussi la BSIC qui a suivi. C'est un partenaire à nous. Quand on a un compte à la BSIC, on peut transférer sur Paycard ou de Paycard à la BSIC. On fait des offres à tout le monde et il y en a qui sont plus réactifs que d'autres. Aujourd'hui, on a beaucoup qui veulent suivre, qui vont faire du bank to wallet. Donc, nous, on est juste un wallet et on fait notre petit chemin et on ne voit personne en fait comme une compétition parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un marché où le taux de bancarisation est très faible. Malgré le fait qu'il y ait des wallets, on n'a pas encore dépassé les 40%. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Il y a beaucoup de possibilités. Tout le monde peut y aller, ceux qui veulent. Et puis après, voilà. Chacun fait de telle sorte qu'il réussisse à avoir ses clients, qu'il satisfait le client et puis ça va. J'aime bien cette mentalité. Je me dis quand même, est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce monde de fintech-là, là, vous avez expliqué un élément intéressant, c'est le fait que vous vous positionnez en tant que fintech. Donc, à la fin de la journée, vous êtes là pour faciliter les choses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail le concept derrière, avec les services spécifiques? Parce que oui, peut-être pour chaque client, ça va être différent. Le besoin, il peut être aujourd'hui. Moi, par exemple, mon besoin fondamental par rapport à Paycard, c'est le fait de pouvoir faire des paiements d'abonnement en ligne. Donc, c'est plus simple pour moi. Donc, je viens et si
s'il y a la possibilité, il y a cette option que j'adore, le fait de pouvoir bloquer sa carte. Donc c'est très pratique pour moi dans cet aspect-là. Mais là, vous avez expliqué qu'il y a d'autres services. Et ces services-là, moi, j'aimerais par exemple en comprendre davantage. Alors aujourd'hui, avec le wallet de Paycard, on peut faire des transferts sur tous les 3 réseaux en République de Guinée. Même quelqu'un qui n'a pas de wallet, disons que j'ai ma grand-mère qui est très loin dans un village, elle a juste une puce ou un numéro de téléphone, je peux lui transférer de mon compte Paycard sur son numéro de téléphone. Elle va recevoir un SMS, aller chez le point Paycard à côté d'elle et sortir l'argent. Donc, tu peux transférer sur tous les numéros de téléphone. Avec Paycard, on peut payer EDG. Donc, c'est factures EDG, les factures de la SEG. On peut faire les recherches téléphoniques sur tous les réseaux, que vous ayez Cellcom, Orange ou MTN, c'est instantané, vous faites les recherches téléphoniques. Vous pouvez payer aussi Netflix, Google Play, iTunes. Vous pouvez avoir votre relevé de compte que vous pouvez tirer. Vous pouvez faire des transferts de compte à compte ou des transferts sur les autres wallets. Et puis, vous pouvez acheter. Il y a plein de services en fait. Faire les dépôts, faire les retraits. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils veulent juste avoir la possibilité de faire les dépôts et les retraits. Pour les sociétés, nous faisons aussi les paiements de salaire. Il y en a qui nous confient leurs salaires, les salaires de leurs employés. Et on fait les paiements de ces salaires-là pour eux. Et à ceux qui veulent la carte Visa, parce que la facilité avec nos cartes Visa, c'est quoi? C'est que elle est là en fait pour compléter et pour aider les gens qui voyagent ou qui veulent acheter en ligne. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quel point. Vous faites la recharge, c'est le wallet qui recharge. Et dès qu'il y a l'argent sur votre compte Paycard, c'est qu'il y a l'argent aussi sur la carte Visa. Donc c'est une facilité quand même que je pense pas beaucoup de sociétés offrent ici. Donc un seul wallet avec la carte et c'est le même solde. Ce qui évite les frais de transfert. Il n'y a pas de frais de dépôt et tout ça. Et puis, les gens peuvent aller faire leurs transactions. Voilà. Là, c'est beaucoup plus clair. Je vois très bien l'aspect dont vous parlez, qu'à la fin de la journée, vous êtes là pour faciliter. Vous êtes un facilitateur. Donc, tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. Et vous incorporez plusieurs solutions dans une seule plateforme. Et quand je pense à ça, je me dis, le fait en termes techniques, il y a beaucoup de techniques derrière ça. Il y a beaucoup de techniques derrière, mais c'est pas moi qui le fais. Je voulais aller sur moi, ça. j'ai les rêves et je pense à quelque chose ou on me demande quelque chose ou j'ai des clients qui veulent me confier du business mais qui ont des besoins très très spécifiques. Et parce que comme j'ai dit, on offre des comptes admin aux clients. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, là aujourd'hui, avec le paiement des étudiants, le ministère avait quand même quelques prérequisites qu'on devait truquer. Ils voulaient aussi qu'on adapte notre système à eux. Donc, quand il y a des choses comme ça, moi, je note tout. Et puis, je viens voir Mohamed qui développe. Et il fait tout ce qu'il faut pour qu'on le fasse. Donc, c'est ça la beauté aussi d'avoir son partenaire que chacun soit dans son domaine. Donc, je ne sais pas quels sont les outils qu'il utilise pour faire les développements, parce qu'il ne faut pas que j'invente non plus. Mais je sais que chaque fois qu'on a quelque chose ou des gens qui sont ailleurs, ou même quand on voyage ou quand on participe à des événements ou quand on voit qu'il y a des choses qui sont faites ailleurs, on se dit mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous on ne pourrait pas le faire? Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de sortir de la plateforme de Paycard. Vous n'avez pas besoin de tout. Vous pouvez tout faire avec. Moi, la vendeuse de locaux, par exemple, quand je vais la voir, la dernière fois j'étais en ville, il y a un kiosque Paycard juste à côté d'elle. J'avais pas un franc. Je suis venue, je lui ai dit, je veux 10 000 francs de locaux, tu sais, les locaux qu'on vend dans la rue. Elle m'a dit, ok, j'ai dit, j'ai pas de cash, je te transfère l'argent. Quand j'ai dit Paycard, elle dit, elle connaît pas. Effectivement, elle connaît pas. Mais le kiosque à côté, j'ai dit, regarde là, je te transfère, tu vas recevoir des SMS, tu vas te sortir l'argent. Elle a dit, ok. Elle est partie. Elle a sorti l'argent, elle est revenue. J'ai dit, donc, chaque fois que je viens, maintenant, je te paye comme ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, chaque fois que je viens, je la paye, elle va, elle sort. C'est vrai que c'est de l'éducation, ça prend plus de temps. Mais tu payes ton essence avec, tu fais tout avec. C'est vraiment fait pour qu'on soit à chaque fois dans le wallet, qu'on n'ait pas besoin de sortir du cash et tout ça. Je dois vous l'avouer, je trouve que l'interface il est très fluide. Pour cela, je disais qu'il y a beaucoup de techniques. Ouais. Il faut penser énormément pour que ce soit aussi direct. Parce que moi, franchement, j'ai pris le temps de naviguer et je trouve quand même que tous les services, par exemple, t'as pas une difficulté à naviguer sur la plateforme. Ouais. Et ça, c'est un gros challenge lorsqu'il y a beaucoup de services qui sont intégrés. Donc, oui, j'aurais aimé avoir quelques tips de UX design par rapport à cela,
de la pensée derrière pour rendre cela aussi facile? Bon, comme je dis, quand on a commencé, les testeurs, c'était la famille. Donc ma maman, paix à son âme, elle était là encore, c'est l'une de nos premières clientes. L'idée, c'était que tout le monde puisse utiliser. C'est-à-dire que ce soit vraiment bien pour tout le monde. Et elle, quand elle prenait son wallet, là, elle avait des questions, mais où je retrouve ça, où je retrouve ça. Donc c'est pour ça qu'on a tout mis là. Tout est là. Dès qu'on vient sur l'application, il y a le nom, il y a le solde qui est maintenant caché, qu'on a caché parce qu'avant il n'était pas caché, donc vous pouvez le voir quand vous voulez. Il y a le numéro de compte et ensuite en bas il y a tout. Transférer, c'est simple. Transférer, recharger ou utiliser. On a essayé d'avoir des termes très simples pour que tout le monde, quel que soit ton âge ou quelle que soit ta possibilité d'utiliser les nouvelles technologies, que tu puisses quand même te retrouver dans l'application. Donc, c'était un peu ça l'idée derrière. En vrai, là, je vois qu'il y avait vraiment une contribution générale à la plateforme. Donc, tout le monde a eu le côté, l'apport qu'il a. Et ça, c'est très beau. Parce qu'au final, ça crée quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, nous tous, on en bénéficie. Merci. Donc, merci à l'équipe pour ça. Merci. Et par rapport à l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, comment vous envisagez cela par rapport à Paycard? Est-ce que vous avez des pistes d'innovation avec l'IA ou pas encore et pour quelles raisons par exemple? Non, on a beaucoup de nouveaux services qu'on est en train de développer. On a réussi à faire beaucoup de partenariats avec des sociétés à l'international qu'on est en train de développer dans l'application. Par rapport à IA, en français c'est IA, hein? Par rapport à ça, on va être obligé d'adapter certains trucs à ça et c'est une bonne chose parce qu'on a plein d'idées que je ne vais pas énumérer ici, mais ce sont des idées qui ne seront possibles que par ça. Donc on est en train de voir les pistes, essayer de voir si on peut trouver des partenaires qui peuvent nous développer ça et adapter quand même à notre contexte parce que le taux d'éducation chez nous il est malheureusement un peu bas. Et même les gens qui sont lettrés, ils ne lisent pas trop, ils ont des difficultés on est précis. Ici, on n'a pas le temps de tout ça. Et donc, on est en train de voir certains services qu'on veut mettre en place. On a besoin de ça, mais on a besoin de quelqu'un qui puisse comprendre aussi et l'adapter à notre contexte, à nos réalités guinéennes. Parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Mais oui, c'est quelque chose qu'éventuellement, on est en train de voir comment introduire. Tout à l'heure, je parlais avec Momo, il m'a expliqué que désormais les étudiants, il y a cette option où les étudiants sont payés directement à travers de Paycard. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ce type d'option-là. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que avec toutes les actions mises en place, où est-ce que vous vous placez, vous personnellement, en termes d'impact, l'impact déjà accompli, où est-ce que vous vous placez en termes de ressentiment personnel sur l'impact que vous avez? Parce que quand même, quand on me dit que tous les étudiants des écoles privées, des écoles publiques guinéennes sont payés à travers une plateforme, moi je me dis que c'est déjà énorme comme impact. C'est énorme. Et là, peut-être que vous personnellement, vous avez une vision encore supérieure à cela de vous, je ne sais pas. Ou peut-être que vous vous disiez déjà, j'en ai. Donc j'aimerais savoir, là aujourd'hui, juste pour me donner un petit baromètre de jusqu'où Paycard se voit peut-être dans 10 ans, où est-ce que vous On va être une multinationale, c'est ça, non? C'est vrai. On va être une multinationale. Oui. On va être une multinationale. On veut être dans d'autres marchés. On veut être partout. On veut être cette fintech guinéenne qui a été poussée et qui peut aller représenter la Guinée ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de paiement. Il y a beaucoup de plateformes de paiement. Dans les autres zones, ils n'ont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des EME. Ils n'ont pas d'agrément. Ils s'adossent à des banques. Donc, on est un peu particulier dans ce sens. Et même quand je vais dans des événements ou quand je vais dans d'autres pays, ils me disent « Ah, vous avez l'agrément et tout ?» Je dis « Oui, nous, on ne l'a pas. Pourtant, ils font aussi des trucs, mais ils sont backés par des banques. » Donc, ça, c'est déjà une fierté pour nous. Payer les étudiants, digitaliser, c'est... Ça, là, je remercie Dr Diaka Sidibé, qui était ministre de l'enseignement supérieur et maintenant le ministre actuel aussi suit. Et c'est quand les pécules, ils ont rehaussé les pécules des étudiants, des étudiants guinéens,
que le président de la République a demandé à ce que ça soit digitalisé. Il a rehaussé, mais il ne voulait plus que ça soit au cash, donc trouver une solution et digitaliser. Et à l'époque, nous, on avait déjà commencé à travailler avec le ministère sur ça, sur le process de digitalisation. Donc, c'était un peu compliqué, mais vu que la décision était prise et que la ministre aussi était prête à le faire, ben, elle a dit, écoutez, on va lancer, allez-y, faites ça. Et ça, c'est à ce moment que j'ai dit, on a adapté à tous les universités, il fallait adapter aux universités, il fallait faire des trucs. Et au début, c'était un peu scary parce que les gens, ils n'avaient pas confiance. Tout le monde va crier, tout le monde. Mais les étudiants, ils étaient super heureux parce que dès qu'on les a payés, immédiatement, ils ont reçu l'argent sur leur wallet. Dès qu'ils ont reçu l'argent sur leur wallet, ils sont tous allés dans les kiosques pour sortir l'argent. Oh. Ils ont tout enlevé de leur compte. Parce qu'ils avaient peur que l'argent ne disparaisse, parce que apparemment, je ne sais pas, mais ce qu'ils disaient, les étudiants avant, on ne pouvait ne pas recevoir les trucs. Donc ça, c'était une grande innovation du gouvernement et c'était une grande fierté pour nous d'avoir fait partie de ça, parce que ça reste dans l'histoire. Ça a été fait pour la première fois et c'est nous qui avons choisi une société locale. Ils ont, malgré tout, peut-être, je ne sais pas si d'autres disaient que c'était pas, on est petit ou quoi, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais ils ont dit non, on va avec eux et pour nous, c'est une grande fierté. Tu peux imaginer à quel point tu es content quand tu as ce genre de marché dans ton propre pays. Et il y a de Donc c'était une très grande, on était très contents, on est encore toujours très contents de ce marché. Il y a de quoi être fier parce que moi j'imagine juste le fait de voir les gens aller remplir aller être devant un de vos kiosques, c'est juste un bonheur. Oui, donc surtout que eux aussi, quand je me mets à leur peau, parfois ça devait être un vrai headache pour eux de récupérer de l'argent. Si c'est par cash parce qu'il y a un process, alors que là c'est instantané, j'imagine. C'était difficile et pour les étudiants et pour même l'administration parce qu'il fallait des comptables là et puis tu fallait faire la ligne et tu viens un à un et ça pouvait prendre des semaines pour faire le paiement. Maintenant le paiement c'est aujourd'hui, c'est dû aujourd'hui, ils reçoivent aujourd'hui et puis il y en a qui touchent plus, ils laissent ou il y en a qui utilisent, mais maintenant qu'il y a la confiance, ils savent que l'argent est quelque part. Donc ils ne sortent pas automatiquement l'argent. Et là du coup, si tous les étudiants, ils ont un compte PayCard du coup. Super, bravo. Ils ont un compte PayCard. Donc, d'accord. Et pour faciliter aussi les boursiers à l'extérieur, là aussi, ils ont digitalisé, donc eux aussi, ils ont des comptes PayCard. Et là, j'ai vu d'ailleurs, tu as vu que tout à l'heure, vous parliez du fait de vouloir s'exporter ailleurs. J'ai vu que récemment, vous avez aussi participé au GITEX. GITEX Africa au Maroc. Marrakech. Voilà. Et oui, c'était comment pour vous? C'était quoi? Comment cette expérience? Alors, le GITEX, c'était une expérience magnifique. Comme il y a beaucoup d'événements qui se passent sur les tech ici maintenant. J'ai eu à participer. Et le GITEX, en fait, c'est toujours de bonnes expériences parce que ça nous donne la possibilité de rencontrer des gens qui sont dans le même domaine que nous. Et ça te donne des idées. Chaque fois que je reviens de ces événements, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à changer. Il faut qu'on fasse comme ci, il faut qu'on fasse comme ça. Et donc c'était une expérience vraiment très enrichissante. Et l'opportunité est venue parce que moi je fais partie de She Wins Africa. She Wins Africa est un programme de la SFI. Et moi, je travaille avec eux depuis peut-être 2-3 ans maintenant. Donc, ce sont des femmes entrepreneurs du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont choisi. La Guinée, je suis la seule. Ensuite, on en a une de la Côte d'Ivoire. Bref, c'est différents backgrounds. Et c'est grâce à ça que je suis allée. Mais c'était magnifique. C'est différent. C'est beaucoup de technologie, beaucoup d'idées, beaucoup de plateformes. Des plateformes qui font comme nous, d'autres qui ne font pas comme nous, donc qui regardent nos idées aussi, qui les incorporent. Et ça te montre jusqu'à quel niveau tu es. Et c'était vraiment une fierté pour nous aussi parce que il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui disaient waouh, et ils ne connaissaient même pas la Guinée et tout. Donc c'était vraiment bien. Et ça vous donne de l'espoir par rapport à l'Afrique digitale? Oui, bien sûr. En Afrique digitale, oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même, il faut voir, il y a beaucoup de pays qui mettent tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas left behind, quoi, qu'on ne soit pas derrière. Il y a beaucoup de formations qui sont là, qui sont offertes.
Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sortent, qui rentrent, qui reviennent, qui sont curieux, qui veulent savoir, qui veulent apprendre. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je pense juste que si tout le monde s'y met et que les gouvernements, que les gens ont vraiment les accompagnements qu'il faut, on peut faire des choses merveilleuses. Vous faites partie de ces jeunes qui ont décidé de revenir, je suppose. C'était quoi votre parcours avant ça déjà? Et est-ce que pendant ce temps, quand vous êtes revenu vos premières années, ça, c'est une question personnelle pour moi. Donc, est-ce que vos premières années, est-ce que vous avez eu des moments de doute en soi, en vous disant, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Bon, avant ça, moi j'ai fait l'école, j'ai fait mon parcours préuniversitaire ici. Moi, je suis partie après le bac. Je suis partie après le bac, j'ai fait l'université, j'ai travaillé un peu et revenir, c'était difficile. Difficile, pas dans le sens où il y avait des challenges qui m'attendaient ici. Non. Je revenais chez papa et maman, donc j'avais pas inventé et dit ouais, c'était dur, non. Jusque je m'étais habituée à là-bas, j'avais mes amis, j'avais ma vie, j'avais tout et j'avais mon boulot. Et après, mon père tenait à ce qu'on rentre et on a décidé de rentrer. Au début, c'était très difficile, très challenging et c'est toujours très difficile d'ailleurs parce que c'est un peu compliqué aussi, certaines mentalités. Mais après, j'ai eu la chance, quand je suis rentrée, 2 mois après, j'ai commencé à travailler à Ecobank. Donc quand j'ai commencé à travailler, pour moi, ça m'a distrait, ça m'a donné, j'apprenais de nouvelles choses parce que la banque, elle était complètement différente, il fallait complètement réapprendre. Donc j'ai réappris, j'ai réussi à me faire une place au sein de Ecobank. Et ma première promotion d'ailleurs que j'ai eue là-bas, je l'ai eu après 6 mois que j'ai commencé. Et donc c'était bien, j'ai bien évolué et avec le temps, honnêtement, je ne regrette pas d'être rentrée. Je ne regrette pas, j'ai eu le temps de passer du temps avec mon père, plus de temps avec lui, il est décédé en 2010. Et ensuite maman qui est décédée et donc après tu retrouves les gens, les anciens amis, il y a la famille qui est là. Donc ça va, c'était pas aussi challenging que ça quoi. C'est juste, ça c'est peut-être un peu personnel mais c'est juste les mentalités qui sont un peu différentes. Mais après tu te fais tes repères et puis tu fais ton boulot, tu vis ta vie tranquille et puis c'est fini. C'était quoi votre cultural shock en quelque sorte? Votre choc culturel quand vous êtes revenu? Parce que forcément, quand on se détache à un moment, on se crée un nouveau cocon, une nouvelle personnalité, tout en restant... Complètement. Voilà. Mais après, quand on revient aussi pour replonger dans l'atmosphère, c'est quoi par exemple? Parce que moi, par exemple, je le vis d'une certaine manière, c'est que je me suis rendu compte, parce que je suis partie aussi après le bac. Donc, toutes les années d'avant, j'étais là. Je me suis rendu compte qu'en réalité, avant le bac, je ne savais pas c'est quoi en fait, mon expérience primaire là, c'était pas une expérience du tout. C'est maintenant que je suis en train de découvrir la Guinée du marché, la Guinée de tous les jours. C'est maintenant que je suis en train de le vivre. Avant, tu es dans le cocon des parents et tout ça, c'est différent. Donc, je me dis, donc par exemple, vous, quand vous êtes revenu directement, là, vous avez parlé des mentalités. Moi, j'aimerais en savoir plus. C'est quoi? Je dois dire ça sur la caméra. Allez. Non, en fait, c'est juste, comme tu dis, quand tu pars pendant longtemps, quand tu pars et tu reviens ici, les réalités, il y a des choses que tu désapprends là-bas. Et il y a des choses que tu apprends là-bas qui sont normales pour toi et quand tu rentres ici, ça devient un peu différent. Alors moi, j'ai eu une éducation un peu particulière. Moi, mon papa, il était sociologue et psychologue. Il a fait il avait un doctorat de Vanderbilt University en sociologie et papa, il a enseigné pendant longtemps ici. Il a enseigné, je pense, près de 21 ans. Il a enseigné tout le monde, il était directeur d'école, après il était conseiller au ministère de l'enseignement supérieur. Il a démissionné de la fonction publique en 1985 et c'est là qu'il est rentré dans le système des Nations Unies, donc USAID, UNICEF et tout, mais il s'est tout le temps occupé de la petite enfance. Donc c'est le monsieur qui te laissait dire ce que tu veux, tu dis ce que tu penses avec tout le respect, quand tu peux quoi. Mais il nous a élevés dans un environnement où on a quand même eu cette liberté d'expression, où j'ai le droit, même quand tu es plus âgé que moi, de te dire écoute, je comprends ce que tu dis, mais voici ce que je pense. Et après, tu pars et tu es dans ce monde et tu t'en vas et là-bas, c'est la même chose. Et ensuite, tu reviens ici et tu te retrouves avec des gens qui te font des proverbes en français, mais ils traduisent d'une langue. Moi, déjà, quand je suis venue,
Je connaissais pas, il y avait longtemps quand on est parti, je suis revenue une seule fois, je suis plus venue après. Et donc quand tu rentres, comme je dis, on est un peu particulier. Donc les gens sont un peu méfiants, elles viennent d'arriver, elle est ci, elle est ça. Et puis après, bon, ils ont appris à me connaître, ils ont compris que non, j'étais pas méchante. Mais au début, c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué en termes de communication. Je pense que les gens n'étaient pas habitués à ma manière d'être directe, de dire ce que je pense, d'être speed, parce que moi je cours tout le temps, je suis tout le temps speed. C'était un peu différent, mais à part ça, dans mon environnement familial, c'était bon. Donc je n'avais pas particulièrement, comme je dis, de problème. Donc le conseil que vous pourrez donner à quelqu'un, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui regardent souvent notre podcast, ils veulent rentrer en Guinée. Et souvent, c'est voilà. Et moi, j'espère qu'ils vont rentrer parce que je sais qu'ils vont. Qu'est-ce qui les empêche de rentrer? Donc parfois, il y a cette peur. Et comment ça va être quand je vais retourner? Est-ce que je vais pouvoir me réadapter facilement? Il y a beaucoup de questions comme ça qui peuvent revenir. Donc moi, je pense que si par exemple vous devez conseiller quelqu'un demain, ça serait peut-être de ralentir. C'est quoi exactement? Parce que c'est vrai que tu vas t'habituer à être speed. J'ai l'impression que tout le monde a ce même problème-là. Donc, en termes de patience, moins patient, on a tendance à vouloir que les choses partent vite. Voilà, parce que le processus il est plus rapide là-bas, c'est normal. Alors qu'ici, voilà, on va plus prendre le temps et l'aspect social il est beaucoup plus important ici qu'ailleurs. Et donc, quel conseil vous donnerez par exemple à cette personne qui nous regarde et qui se dit moi j'ai envie de rentrer? Quelles sont les étapes sur lesquelles je dois travailler sur moi personnellement afin de rentrer au mieux sans me faire trop de problèmes? Alors pour moi, personnellement, je conseillerais à personne de changer sa personnalité. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu es qui tu es, tu restes qui tu es. Si tu veux rentrer, tu rentres. Tu as fini tes études ou tu as fait une formation professionnelle. Tu as des amis ici auxquels tu peux parler pour leur demander peut-être où envoyer tes CV et tout ça, tu peux le faire. Ou alors tu rentres. Et quand tu rentres, si tu as la chance d'avoir encore tes parents et d'avoir quelque part où rester, c'est tant mieux. Au moins, ça t'aide à économiser. Ensuite, tu trouves un boulot ou alors tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce qui va être un peu plus compliqué parce que tu ne connais pas bien le marché. Mais tu te fais tes repères à toi. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous adapter. Ceux qui s'adaptent à toi, c'est eux les vrais. Ceux qui ne réussissent pas à s'adapter à toi, je suis désolée, c'est pas tes amis, tu t'en vas. Mais je conseillerais jamais à personne de changer de personnalité. Ça sert à rien de changer de personnalité. Tu es qui tu es ce que tu es, tu as ce que tu as appris, ce que tu as dans la tête, ça va rester, tu viens. Avec tout le respect possible, tu vis ta vie et puis tu ne te laisses pas mener par le bout du nez parce que tu veux t'adapter à quelqu'un. Non. Moi, je pense que c'est complètement inutile. Tu vas te rendre malade pour rien. Donc, pas de changement. Mais je conseille quand même à ceux qui veulent rentrer, si tu veux vraiment rentrer bien. Je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui plus qu'hier, on a beaucoup plus d'opportunités ici chez nous. Honnêtement, pour moi personnellement. Et je parle aussi à beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités. Et si tu viens quand même, tu restes pas dans ton coin, tu essaies de parler aux gens, essaies de faire des contacts, essaies de prendre des conseils et d'apprendre. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. Seulement, la plupart des gens, ils travaillent là-bas, ils ont certains salaires qu'ils veulent avoir ici, c'est qui est plus compliqué. Donc là, après ton salaire, tu vas quand même essayer de voir si tu vas avoir la baisse, parce qu'il faut bien rentrer et commencer quelque part. Ici, on doit réapprendre beaucoup de choses. Mais à part ça, moi, je pense qu'il n'y a aucun changement à faire. Personnellement, je ne change rien du tout. Moi, j'ai rien changé. Ah non, tu ne changes pas. Tu ne changes pas qui tu es, ça sert à rien. Moi, je dis ce que je pense. Je travaille très dur. Je fais ce que je veux avec tout le respect possible. C'est quoi votre routine de travail? Routine de travail, je me réveille le matin, je suis au boulot 8h, 8h30. Et après, si j'ai des rendez-vous, je le fais. Et puis après, généralement, je suis à la maison à 18h. Donc, ça, c'est depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, vous placez, par exemple, je reconnais qui travaillent beaucoup, enfin, en termes d'heures et tout, qui ne sont pas statiques en termes d'heures. Donc, selon vous, ça, c'est toxique ou... Qui travaillent tout le temps? Ils font quoi? En mode, avoir un créneau du genre 5 heures, ensuite partir sur un autre aspect, donc 5h, 8h, ensuite 8h, 17h, pause 17h, entre 17h et 20h,
20h, 23h. Tu travailles pour eux-mêmes? Ensuite, maintenant, aller dormir, oui. Ben, ça dépend de ce qu'ils font. Ils font quoi? Du digital, du numérique. Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect de la place du sommeil. Après, moi, franchement, dans ce podcast, je tiens à le dire, mes questions seront très personnelles, très souvent. Donc, et je pense, en même temps, l'audience qui est en phase peut s'identifier dans ça. Donc, je vais le faire comme ça. Vas-y. Donc, en gros, si une personne... Moi, on m'a toujours dit que oui, la place du sommeil, c'est très important. Mais après, je vois ça d'une autre manière. Je me dis parfois, même 4 heures de sommeil peut être entièrement suffisant pour une personne, pour être optimale. Ça dépend, en fait. Alors, moi, quand alors que souvent, par exemple, quand j'observe, parce que moi, quand j'observe mes parents, effectivement, le créneau que vous venez de me dire, c'est exactement le créneau qu'ils ont. C'est-à-dire, ils vont aller travailler jusqu'à l'heure 19h, c'est fini, donc l'heure d'aller se coucher. Et c'est des entrepreneurs très réussis. Donc, mais en même temps, peut-être c'est en fonction du domaine, je sais pas. Je sais pas, c'est en fonction du domaine, c'est en fonction de la vie familiale, c'est en fonction des responsabilités familiales, mais aussi c'est en fonction de soi-même, parce que moi, je me dis, moi, quand j'ai commencé à travailler, je me souviens une fois à UBA, on est resté jusqu'à 4 heures du matin parce qu'on préparait des stratégies. Alors là, j'avais pas d'enfant, je n'étais pas mariée, il n'y avait rien, donc tu vois, tu travailles, tu es là. Après, ça ne veut pas dire que je travaillais tout le temps, quelquefois je quittais plus tôt, mais c'était exceptionnel. Mais seulement, et même maintenant, quelquefois je peux travailler jusqu'à 20h, quelquefois pas. La plupart du temps, je choisis de ne pas travailler tard. Parce que moi, je me dis qu'après l'heure, franchement, ça ne sert à rien, tu vas toi aller t'occuper de toi aussi un peu. Je ne vois pas l'utilité, pour moi personnellement, de se fatiguer et on court après toi. C'est pour inventer des trucs. On peut le faire dans la journée. C'est une question d'organisation aussi, je pense. Il faut s'organiser de telle sorte que on a 24 heures dans la journée. Mais on s'organise de telle sorte qu'on a le temps de travail et puis on a le temps pour soi. On ne peut pas juste être là à travailler. Ça, je pense que c'est un peu fatigant, non? Mais oui, c'est clair. Mais peut-être j'ai cru comprendre dans la réponse. Vous allez me dire si c'est pas correct. J'ai cru comprendre dans la réponse que pour vous, ça dépend aussi de l'âge que l'on a et le niveau de responsabilité qu'on a. Par exemple, quand vous travaillez avant, c'était pas, quand vous étiez plus jeune et que vous venez de rentrer, ça ne faisait pas pour vous énorme le fait de travailler jusqu'à tard. Alors qu'aujourd'hui, vous supposez qu'il y a d'autres priorités à mettre en avant plus que peut-être le travail. Si, quand même. Parce que moi je crois pas seulement. Alors moi, pour moi, je peux pas comprendre qu'on ne fasse que travailler. Après, on doit avoir une vie sociale. Il faut un équilibre. Il faut pouvoir sortir, il faut aller chiller avec ses amis, il faut passer du temps avec sa famille, il faut s'occuper de soi. En tant que femme, il y a plein de trucs à faire. Il faut qu'on ait un équilibre entre personal life and work life. S'il n'y a pas d'équilibre, on ne vit pas. Moi, je pense. Donc, il faut quand même pouvoir se mettre des limites et se dire, ok, de telle heure à telle heure, moi je travaille, et après ça, je considère que je peux me reposer. Moi, par exemple, de tout le temps que j'ai travaillé, j'ai jamais travaillé les week-ends. Samedi, dimanche, c'est off. Parce que là, je considère que c'est mon personal time. Et après, dans la semaine aussi, à un certain moment, on doit prendre son temps. Donc, travailler de 5 heures du matin à 16 heures, c'est une vie un peu amuse, non? C'est vrai. Ouais, non. Bon, après, je comprends votre point. En fait, il faut une balance. Il faut vraiment une balance. Et vous, vous, justement, avant, vous faisiez ça? Non, pas comme ça. Donc, comment vous avez trouvé ça s'est passé peut-être 2 fois. Ça s'est passé peut-être 2 fois. Ah oui. Ouais. Donc, vous avez toujours eu un équilibre? J'ai toujours eu un équilibre. Moi, j'ai toujours eu un équilibre. Quand j'ai fini mes études, quand j'ai commencé avec Bank of America, le poste que j'avais, je ne travaillais pas les week-ends. Pourtant, il y en avait d'autres qui travaillaient les week-ends. Je leur ai dit, moi, je ne travaille pas les week-ends. Et ça, c'était aux États-Unis. Donc, je ne travaillais pas les week-ends. Et quand je me suis retrouvée dans une position où il fallait travailler samedi, j'ai switché à quelqu'un d'autre. Je ne travaille pas les week-ends. Non, c'est vrai. Et quand je suis rentrée ici, j'ai travaillé sur ce marché, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. La seule fois où je suis venue un samedi, tout le monde a applaudi. Parce qu'il fallait nettoyer le bureau, sinon je ne le fais pas. Quand je travaille, moi, j'ai des objectifs, je m'organise. Comme j'ai dit, c'est une question d'organisation. Je viens le matin, je note tout ce que je dois faire. Quand j'ai noté, au fil du temps, je check. Ce que j'ai réussi à faire, c'est boucler.
Quand c'est pas bouclé et que je vois que je ne peux pas le faire, je le remets peut-être à demain, mais j'écris sur la prochaine page, comme ça je sais que le matin, c'est par ça que je commence. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'organise pour atteindre mes objectifs et je peux dire jusqu'à aujourd'hui, et les chiffres sont là, j'ai tout le temps excellé dans mon boulot. J'ai tout le temps été top performer. Que ce soit aux États-Unis ou en Guinée, j'ai tout le temps été top performer. Mais c'est une question d'organisation. Pourquoi? Parce que pour moi, honnêtement, je tiens à ce work-life balance. Je travaille, j'ai un objectif, j'atteins mon objectif, je finis d'atteindre mon objectif et je passe à ma vie sociale. Je passe du temps avec mes amis, je passe du temps avec ma famille et voilà, c'est ce qui me, comment on dit, ground, c'est ce qui m'aide en fait à fonctionner. Mais je ne peux pas seulement travailler en plus, je ne peux même pas m'asseoir longtemps. Donc. Mais vous vivez comment le fait d'être une femme CEO en Guinée? Parce que quand même, il y a un aspect que j'entends très souvent, c'est que lorsqu'on est une femme en position d'autorité ici en général, les gens ont parfois du mal, quand on leur donne des directives, ils n'aiment pas ça, surtout les hommes. Est-ce que vous avez été confronté à ce type à ce type de situation inconfortable? Tout le temps. Tout le temps. On est tout le temps confronté à ça, confronté à ce type de situation. Mais après, comme j'ai dit, il faut faire avec. Vous gérez comment? Je gère j'ai eu des gens peut-être qui me diront non, tu ne parles pas des situations où en tant que femme, ils considèrent que tu n'as pas la parole, tu n'as pas le droit de t'exprimer, ou alors tu parles trop fort, tu es trop autoritaire, c'est ma vie tous les jours. Tu es trop direct, trop franche, on ne parle pas devant les hommes comme ça. C'est culturel. Moi, je ne parle pas personnellement parce que je sais que c'est culturel. C'est culturel, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Et quand tu es hors de ça, tu déranges parce qu'ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment te gérer. Donc, ce que moi, je choisis de faire, c'est peut-être, j'essaye quand même d'être un peu plus, je veux un peu, voilà, j'essaye de garder, pas rester à une certaine place, parce que je prends tout le temps ma place, mais c'est d'essayer de m'adapter un peu à leur langage. Comprendre, avoir de l'empathie en fait. Tout à fait, tout à fait. Comprendre un peu, et puis je comprends déjà d'où ça vient. C'est comme ça, ici c'est ça, c'est culturel, tu ne peux rien faire contre ça. Donc après, tu fais ça. S'il y en a qui le prennent très mal, qui ne supportent pas, il y en a qui acceptent qu'une femme parle, il y en a qui acceptent le fait que tu sois une femme, donc ça ne les dérange pas de faire des affaires avec toi. Et c'est vrai qu'on est très limité dans cette société en tant que femme. Il faut vraiment être... il faut avoir une certaine personnalité en fait pour pouvoir réussir. Et il faut oser aussi. Parce que sinon tu ne peux pas avoir ta place. Mais moi je gère. Je sais pas... Moi, super. Je gère. Non, moi je gère, j'ai pas... En fait, moi, mon truc, c'est j'ai pas peur. Tu peux pas travailler et avoir dans la tête que tu es limité à ce que tu peux faire ou à ce que tu peux dire. Le business, c'est le business. Je ne me vois pas en tant que femme quand je viens présenter mon business. Je ne me vois pas en tant que, oui, tu es le sexe faible quand je viens présenter mon business. Cette année, j'ai 22 ans d'expérience depuis que je travaille en finance et en banque. J'assume que j'ai quand même une certaine expérience, plus d'expérience que beaucoup d'autres d'ailleurs. Je connais mon métier. Donc quand je viens, je te présente un produit. C'est pas moi que je te présente. Je suis pas venue me vendre moi. Je suis venue te vendre un produit. On est là autour de la table, c'est du business. Donc quand on est là autour de la table et c'est du business, je ne vois pas le sexe. Je ne me dis pas, oh mon Dieu, je vais rentrer, il y a des hommes. Non. Je me suis retrouvée, et d'ailleurs ça arrive encore, je me retrouve dans des milieux où il n'y a que des hommes. Ça ne m'intimide pas, ça ne me fait pas peur. On est dans un contexte très spécifique, on est là pour travailler. Donc moi, dans ma tête, mentalement, et ça tout a été comme ça, dû au père que j'ai eu,
j'ai pas ce complexe, j'ai pas cette peur d'être autour de la table avec des hommes, je n'ai pas la peur de parler à un homme, de lui présenter mes idées, parce que quand on est dans ce contexte-là, je te vois pas comme un homme. Tu es un partenaire, comme tout le monde, que ce soit une dame ou un homme, c'est la même chose pour moi. C'est le même message qui va être passé, c'est la même attitude que tout le monde va avoir. Donc, est-ce que vous avez déjà été confronté à un homme qui a essayé de vous rappeler que vous êtes une femme? En mode, dans le cadre du business, vous êtes là, vous êtes vraiment, vous êtes dans un, comme vous l'avez expliqué, je pense également c'est comme ça que je vois les choses. Quand je pars travailler, je ne vois plus du sexe. Clairement, j'oublie même que je suis une femme ou quoi que ce soit. Je suis là pour travailler. Et c'est mes compétences qui sont en avant. Tout à fait. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on va essayer de te faire comprendre. Mais tu ignores. Tu es une femme en fait. Oui, tout le temps, mais tu ignores. Tu ignores le fait, tu as ceux qui vont essayer de te rabaisser ou de te parler d'une certaine manière ou de te ramener justement au fait que tu es une femme. Moi, je ne comprends pas ce langage. Moi, il faut vraiment que tu me le dises carrément, ils ne vont jamais te le dire carrément. Donc, je l'ignore et je passe à autre chose. Il y en a qui ont bien de l'audace pour dire clairement, oui. Oui, mais et alors? Si je suis une femme, ça change rien en fait. Donc, dans ces situations, honnêtement, non. Ah, je sais pas, mais oui, comme j'ai dit, c'est culturel ici, c'est culturel. La femme doit parler sur un certain ton, elle doit avoir une certaine attitude et tout. Et il y en a beaucoup encore qui ont cette mentalité. Mais après, ça dépend de comment je ne les regarde pas. Je comprends. J'essaie de bloquer. Comme j'ai dit, tu ne changes pas ta personnalité basée sur quelqu'un. Tu es venu, tu as un objectif, tu fais ça. Après, s'il faut prendre tout personnellement, tu ne vas jamais travailler. Et les hommes, ils prennent rien personnellement. On est d'accord? Il ne va pas venir ici, essayer de nous parler, on est des femmes, et qu'on le regarde d'une certaine manière et qu'il soit... Non, il va pas penser à ça. Lui, il va faire son boulot. Donc, pourquoi nous, on va se rabaisser à essayer de considérer le regard de quelqu'un sur nous? Qu'il te regarde d'une certaine manière, ça ne te regarde pas. Qu'il te parle avec des sous-entendus, ça ne te regarde pas. Tu ignores, tu fais ton boulot et tu t'en vas. C'est quoi avant qu'on ne change, qu'on ne clôture cet aspect sur la femme, c'est quoi votre rapport au risque? Parce que là, on est dans un domaine financier. Forcément, voilà. Je sais pas, peut-être que vous allez avoir des contrats qui sont, quand vous jaugez en termes de risque, par rapport à votre rapport, est-ce qu'on va me payer à temps, des trucs, ce genre d'aspect. C'est quoi votre rapport au risque? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez tendance à, parce que les femmes en général on dit qu'on a beaucoup de difficultés à prendre des risques et tout ça, c'est quoi votre rapport? Alors, par rapport à ne pas être payé, moi, je suis dans un domaine où c'est du prépayé. Tu me donnes l'argent avant que je travaille. Parce que ce sont des comptes que je recharge. Donc, pour recharger ton compte, c'est comme en banque. Il faut que tu déposes ton argent pour pouvoir utiliser ton argent. C'est le même principe. Tu déposes l'argent avant. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là. Maintenant, par rapport au risque, prendre des risques, moi, j'ai un principe, c'est que la peur et la foi ne vont pas ensemble. C'est aussi simple que ça. Tu prends des risques, il faut prendre des risques dans la vie, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie professionnelle, on prend tous des risques. Démissionner d'une banque pour aller dans une entreprise où tu fais aucun salaire, c'est un risque que tu as pris. Mais tu prends le risque en sachant dans ta tête que c'est quelque chose que tu peux faire et tu te bats pour. Tu as foi en Dieu, tu te bats et le reste, ça va tout seul. Donc le secret, c'est la foi. Oui, moi, c'est la foi. Moi, dans mon cas, c'est la foi. Et depuis que j'ai compris que la foi et la peur ne vont pas ensemble, je n'ai plus de problème. Dès qu'il y a un problème, je dors et puis c'est fini. C'est réglé. Non, mais c'est vrai, il faut le voir comme ça. C'est très important de le voir comme ça. Parce qu'on ne peut pas tout gérer. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas tout gérer. Donc, du coup, on prend des risques, on est obligé. On est obligé de prendre des risques, on est obligé d'aller dans des endroits où les gens pensent que tu ne devrais pas être en tant que femme. On est obligé d'aller taper à des portes. Et quand les gens ont peur d'aller, tu tapes à cette porte parce que quelqu'un d'autre va le faire à ta place, donc toi aussi tu vas le faire. Et puis c'est fini. Le reste, ça part tout seul. C'est quoi votre plus grande source de motivation? C'est pas forcément une personne, votre source de motivation.
Ma source de motivation, c'est... Alors, dans mon boulot, c'est juste créer quelque chose de magnifique. Prouver que nous aussi, on peut. Juste déjà aujourd'hui, le fait que ce système guinéen est utilisé ici par des étrangers, par le gouvernement, par des institutions, quand même de grandes institutions qui évoluent en République de Guinée. Pour moi, ça c'est une grande source d'inspiration. Ça prouve que le travail, ça me montre que mon travail a un impact en fait. Et le fait d'être guinéenne, c'est juste magnifique. Donc moi, c'est ce qui me motive en fait, qu'on me dise waouh, ils ont réussi à faire ça. Regarde, ça c'est un produit que eux ils ont réussi à développer. Moi, quelquefois, il y a des choses je ne réalise même pas, mais que les gens trouvent qu'on a franchement un bon boulot et tout. Donc moi, ma motivation c'est ça, c'est de pouvoir créer cet écosystème-là, avoir ces clients-là, avoir des customer service, avoir des clients qui sont satisfaits de mon produit. C'est jamais à 100%, mais que la plupart des gens disent waouh, c'est eux qui ont créé ça, et pour moi de tout le temps, toujours pouvoir améliorer. Pour moi, c'est ma plus grande source d'inspiration. Ça m'intrigue quand vous dites ça, mais que vous me dites, parce que là, clairement, c'est le fait d'accomplir quelque chose. Tout à fait. C'est ça votre source. Tout à fait. Accomplir. Du coup, ça m'intrigue quand parallèlement, vous me dites que vous réussissez quand même à avoir une balance. Jamais une balance. Avec ça. Oui. Donc, franchement, il faudra, même si c'est après, il faudra expliquer comment vous faites, mais ça, comment avoir une balance en ayant ce type de personnalité-là, d'être high achiever et vraiment motivé par l'accomplissement. Comment faire pour pouvoir se calibrer? Il faut s'organiser. Ça, c'est assez. On laisse comme ça. Oui, il faut juste s'organiser. C'est tout. C'est une question d'organisation. Enfin, même étant super organisé, hein, ça peut déborder. On dirait que toi, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à maîtriser ton temps. Non. C'est que peut-être que je le maîtrise un peu trop même. C'est qu'il est trop structuré. Non, je ne le maîtrise pas. Pour que rien ne bouge. Après, peut-être c'est parce qu'il y a plusieurs choses à la fois. Peut-être c'est de... Plusieurs business à la fois ou plusieurs activités à la fois? Plusieurs activités à la fois. Je pense que c'est peut-être ça. Parce que sinon, en termes de... Mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi aussi. Hein. Je ne pense pas que ça vienne tout seul. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire sur soi. Parce qu'on peut être overachiever, mais toujours avoir son temps pour avoir un personal time. Moi, par exemple, quelquefois, je suis overwhelmed. Il y a quelques années, j'ai fait carrément un burn-out. J'ai fait un burn-out parce que j'étais fatiguée. Et j'étais fatiguée sans me rendre compte que j'étais fatiguée. Donc, c'est quand j'ai fait ma prise de fer et ma prise de ceci, cela, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais attends, doucement. Parce que j'étais sur tous les fronts et je voulais le faire aujourd'hui, tout ça. Mais il faut aussi s'adapter à son environnement. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui parce que tu es prête, que quelqu'un d'autre n'est pas prêt. Si la personne n'est pas prête, ce n'est plus dans tes mains. Donc, tu dois travailler sur toi-même. Tu vas pas aller agresser la personne. On doit signer un contrat, ou alors on doit travailler sur un produit, ou alors tu dois me donner des données. Mais aujourd'hui, toi, tu peux pas, tu n'es même pas disponible. Moi, c'est aujourd'hui que je veux le faire. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, je passe à autre chose. Dans mon time frame, je vais pas me mettre à essayer de le faire tout seul, ou alors à prendre tout sur moi, à tout concentrer à mon niveau. Non. Moi, j'aime déléguer, aller faire. Et puis, j'ai appris ça, mais ça prend du temps, hein. Il faut apprendre, c'est quelque chose qu'on apprend. Ça ne se fait pas tout seul, il faut vraiment apprendre à le faire. Mais c'est important de le faire aussi pour éviter les burn-out. Parce qu'une fois que tu atteins un certain niveau, tu ne peux plus rien achieve. Even if you're a high achiever, tu vas te rendre compte que tu as fait 10 millions de choses, mais rien n'a donné. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est ça. Tu fais plein de trucs, mais tu te rends compte que les plein de trucs que je suis en train de faire, ça ne donne pas. Donc peut-être que c'est là qu'il faut alors remettre en cause, voir qu'est-ce qui peut donner, je me concentre sur ça, les autres je les mets behind et je me concentre sur ce qui peut donner jusqu'à ce que ça donne et après je fais autre chose. C'est ça. Et apprendre à faire chaque chose en son temps en fait. Une fois. Oui. Mais ça prend du temps, il faut aussi du travail sur soi, c'est faire l'effort de faire autre chose.
énormément appris. Non, c'est vrai. Je pense qu'on va, on va tendre vers la fin. J'ai une dernière question, ce sera une question globale. Et j'encourage d'ailleurs à ce que les gens prennent plus d'initiative à mettre des questions dans les commentaires parce que ça me permettra de donner aux guests qui viennent. Ce sera des questions de public cible et on aimerait en avoir plus. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pour eux. Donc, que diriez-vous à une jeune fille de l'AD, une zérophorie qui se sent incapable de créer, mais qui vous écoute aujourd'hui? Qui se sent incapable de créer par les contraintes voilà, de la société ou même personnelles, mentales. Alors, moi, je dirais à cette jeune fille d'essayer déjà de faire ce qu'elle aime. Parce que si tu aimes, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, si c'est pour créer quelque chose, tu peux le faire. Il faut aimer déjà quelque chose. Ensuite, se donner les moyens de le faire. Moi, j'utilise tout le temps l'exemple, par exemple, de ma mère qui a perdu son papa. Elle avait 6 ans. Elle a été élevée par sa maman qui faisait de l'agriculture dans un village qui s'appelle Saint-Pierre, c'est à l'Abbé. Et pour aller à l'école, il fallait qu'elle marche les kilomètres. Mais elle voulait aller à l'école. Elle voulait travailler. Ses grandes sœurs ne sont pas allées à l'école, mais elle voulait le faire. Donc, comme elle voulait le faire, elle s'est donné les moyens de le faire. Elle disait à sa maman, ça ne me dérange pas de marcher. Et Dieu lui a donné les opportunités qu'elle a eues. Et machallah, elle a réussi à faire ce qu'elle a fait dans sa vie. Je t'en parlerai un autre jour. Mais la leçon qu'elle nous a toujours donnée, c'est ça en fait. Tu n'as pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu veux tant que tu aimes et que tu te donnes les moyens de le faire toi-même. Bon, je sais, après, il y a des cas spécifiques où c'est peut-être, je ne sais pas. Mais en général, il ne faut pas voir les limites que la société te met comme un mur en fait. Il faut se dire non, c'est ça, c'est peut-être la société qui met ça, mais moi j'ai vu quelqu'un d'autre le faire. Je sais que c'est possible de le faire, donc je vais le faire. C'est aussi simple que ça. Il faut oser rêver et il faut poursuivre ses rêves. Pour moi, je pense que il faut oser, il faut vraiment oser rêver et essayer et ne pas avoir peur de l'échec. Faut le faire. Merci beaucoup. Merci. Oser rêver et poursuivre ses rêves. C'est le mot de fin. Merci beaucoup, Madame Diarra, d'avoir pris le temps. Vraiment, ça me touche énormément. Je sais qu'il y avait beaucoup de contraintes en termes de temps. Donc, vous avez pris le temps pour nous, pour Nimba Hub, les grilles digitales. Et merci énormément de contribuer pour la société de cette manière-là, pour nous les jeunes également de cette manière-là. Merci beaucoup. J'espère que votre produit ira très loin. Ce sera une multinationale. Comme je l'ai dit. Ce sera une multinationale qui va prendre le monde et c'est made in Guinée. Made in Surtout Guinée. cet aspect-là, tout à fait. c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouvel épisode. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner sur cette plateforme. Nous n'utilisons plus Nimba Hub pour le podcast. Nous utilisons le Griot Digital sur YouTube et partout, ça sera désormais le Griot Digital. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, le Griot Digital. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.